l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Expedition to Newdale. Expedition to Newdale est le dernier jeu du designer Alexander Pfister. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec son travail, il a produit d'excellents jeux comme Mombasa, Great Western Trail et tout récemment Maracaibo, dont JP a particulièrement aimé. Mais lorsque j'ai vu Expedition to Newdale, moi, ce qui m'a rappelé, c'est un petit jeu de cartes que M. Pfister avait fait il y a quelques années qui s'appelait Oh My Goods. Les gens qui me connaissent le savent, je suis un amateur d'engine building, de combos, de choses comme ça, et Oh My Goods est un petit jeu de cartes vraiment, vraiment bien pensé. Donc, lorsque j'ai vu Expedition to Newdale, qui se voulait être une version plateau et améliorée du jeu Oh My Goods, cette fois-ci, c'est moi qui ai été vraiment, vraiment curieux. Parce que j'ai pas joué à tous les jeux d'Alexander Pfister. J'ai même préféré ces jeux qui étaient plus légers. Port-Royal est un jeu que j'apprécie beaucoup, des petits jeux plus légers. J'ai pas joué à Maracaibo non plus. Puis Great Western Trail, malgré le fait que c'est un excellent jeu, étrangement, j'ai pas beaucoup joué. Mais ce qui me plaisait beaucoup de Newdale, justement, c'est l'ADN. Donc, il va chercher de ça. Et là, lorsque j'ai lu un jeu avancé qui se joue en 8 chapitres. Et là, immédiatement, il y a beaucoup de gens qui vont faire « Non, ça y est, un Legacy. Non, c'est pas pour moi. » Ou encore un jeu de campagne. Hey, on a-tu de la misère à faire un jeu de campagne? 8 parties de la même campagne. Après ça, est-ce que je vais pouvoir rejouer? J'ai entendu plein de gens parler d'un paquet de choses là-dessus. Eh bien, je vais mettre les pendules à l'heure. C'est 8 chapitres qu'on peut faire un à la suite de l'autre, mais chaque chapitre est individuel. Bon, oui, à un certain moment donné, selon le résultat d'un chapitre précédent, on peut choisir un ou l'autre, mais en gros, on pourrait prendre absolument n'importe quel chapitre et le faire. Donc, c'est pas une histoire qu'on est obligé de suivre à travers le temps comme ça. Je pourrais jouer avec des joueurs qui n'ont jamais joué et dire, parfait, on va choisir le chapitre 5, tout simplement parce que je vais vous dire qu'est-ce que les chapitres changent. Les chapitres changent les cartes qui vont être utilisées, les cartes d'événements qui vont être utilisées. Le chapitre va influencer sur le plateau de jeu parce que le jeu vient avec plusieurs plateaux de jeu. Je pense qu'il y a 6 plateaux différents, donc 3 plateaux réversibles, et ça va être différents endroits qu'on va pouvoir visiter. Également, chaque plateau chaque scénario, si on veut, a ses conditions de victoire, mais aussi les façons de faire les points à la fin de la partie, donc les façons de faire des points différentes. Le premier scénario, la première chronique, on va devoir accumuler beaucoup plus de rations, donc beaucoup plus de nourriture, etc. pour faire des points. Donc, chacun des scénarios va se vouloir être un jeu individuel, pas des modules qu'on va rajouter au fur et à mesure de la partie, mais bien simplement des conditions de partie. Donc, on n'est pas du tout obligé de le faire en ordre. Donc, un coup, ça c'est bien compris, il faut vraiment le savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis à l'idée de voir que c'était un mode campagne, alors qu'il n'en est rien. Une autre chose qui m'avait beaucoup plu de Expedition to Newdale, c'est que le jeu offre un mode solo. Et je vais vous donner tout de suite un petit spoiler. Je dirais que les solos euros sont un peu moins dans ma tasse de thé. Je dirais que j'en ai joué quelques-uns, mais je joue un petit peu moins solo qu'avant. Cependant, le pitch de vente de Newdale m'a vraiment attiré parce qu'on a des conditions de victoire, on a des façons de gagner, des façons de perdre également. Je dirais que ça m'attire beaucoup plus qu'un jeu où le but est de battre notre meilleur score. Donc là-dedans, on a des objectifs et ma première partie solo s'était vouée par un échec absolument cuisant. Et savez-vous quoi, dans un jeu, j'aime ça. Autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans le pitch de vente du jeu, c'est que le jeu se veut à être pas trop long. La boîte dit 90 minutes. En solo, j'ai joué en 30 minutes. À 2 joueurs, ça a pris entre 45 et 55 minutes les parties. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un type d'une durée de temps qui est vraiment très facile à sortir, beaucoup plus facile à sortir qu'un jeu d'une heure et demie ou 2 heures. J'ai pas encore joué à énormément de joueurs. Donc là, ma présentation, je vais vous montrer un peu les règles, un peu le jeu en général. Je vais vous donner aussi mon avis. Après, j'ai joué quelques parties déjà, donc je suis rendu à, je pense, 5 parties. J'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 3 joueurs, j'ai joué en solo aussi. Donc, mais j'ai pas terminé encore les histoires parce que, je vais vous l'avouer, en solo, j'ai vraiment envie de visiter une histoire après l'autre. Comme je dis, l'élément narratif est pas très prenant, très fort, mais je trouve ça le fun d'avoir des scénarios différents, puis ça fait en sorte que chaque partie va être complètement différente. Mais je vais aller immédiatement vous montrer un peu le jeu, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Expedition to Newdale. Alors, je vais tenter de vous montrer les concepts généraux du jeu. Donc, je ne parlerai pas de toutes les règles une après l'autre, mais je vais quand même essayer de faire le tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Expedition to Newdale? Eh bien, on va tenter de marquer le plus de points de victoire. Et les points de victoire vont être comptabilisés à la fin de la partie selon différents paramètres. Bon, la puissance militaire
militaire qu'il va avoir, on va la comparer avec les autres joueurs, mais ensuite l'objectif principal. Et là, l'objectif principal va changer selon le chapitre qu'on va faire. À la fin, on va également transférer tout l'argent qu'on a en points de victoire et on va avoir un objectif secret. Les objectifs secrets sont les objectifs de placement sur le plateau de jeu. Donc, on va marquer des points selon les endroits qu'on va avoir et certains endroits avec différentes petites formes géométriques ici comme ça. Donc, selon l'emplacement où on va être et également des endroits avec des monolithes qui se trouvent être des endroits plutôt difficiles d'accès sur le plateau de jeu. Donc, on va devoir tenter d'aller placer nos maisons sur le plateau de jeu pour pouvoir marquer des points. Donc, en début de partie, il va y avoir certaines tuiles qui vont être placées ici comme ça sur le plateau de jeu. Donc, selon le nombre de joueurs, il y en a un nombre différent qui va être là. Et ces tuiles-là, on va pouvoir les ramasser, qui vont avoir un effet unique lorsqu'on va remplir certaines conditions. Donc, chaque joueur va également recevoir un petit plateau individuel comme ça qui va nous montrer toutes les phases de jeu. Alors, le jeu va être fait en 6 phases et là-dessus, il y a 7 tours qui vont être joués. Donc, les 7 tours sont représentés par des cartes d'événements. Donc, en début du tour, on va retourner une carte d'événement. On va appliquer qui est écrit sur la carte. Donc, des fois, ça va être de rajouter certains bâtiments dans un display général et ça va nous montrer certains assistants. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, on va continuer les cartes comme ça, une par tour et à la fin, ça va marquer Final Round. Pour nous aider, on voit ici les cartes du dessus. Ensuite, il y a les cartes du milieu et ensuite la carte de la fin. Donc, chaque partie va durer un total de 7 tours où on va réaliser les 6 phases suivantes. Les 3 premières phases peuvent être faites pratiquement de manière simultanée parce que la première, ça va être de retourner la carte ici comme ça. Et ensuite, tous les joueurs vont devoir placer leurs ouvriers. Et là, chaque joueur va avoir en début de partie 2 ouvriers qu'il va pouvoir placer. Contrairement à la plupart des placements d'ouvriers, on peut mettre plusieurs ouvriers de différents joueurs sur une case. Donc, on va remarquer qu'il y a des cases d'action ici comme ça, mais il y a également sur notre plateau de jeu différentes cases comme ça. Donc, il faut voir qu'en début de partie, on va avoir une coal mine. Je vais tasser un petit peu les choses comme ça ici. Donc, on va avoir une mine et on va la placer à la hauteur comme ça ici du bâtiment. Donc, chaque fois qu'on va placer un nouveau bâtiment, on va le placer sur l'espace d'une carte ici comme ça. Donc, on pourra avoir un maximum de 8 bâtiments dans la partie. Inutile de vous dire que je pense que j'ai pas vu beaucoup de parties où on avait 8 bâtiments placés sur les zones de production. Il y a également des bâtiments gris ici comme ça, des bâtiments noirs qui vont aller de l'autre côté ici, qui vont avoir des effets généraux tout au courant de la partie. Donc, lorsque je vous parlais des ouvriers qu'on va placer, eh bien, on va pouvoir les placer sur différentes actions, mais également sur des zones de production. Et là, vous allez voir, il y a 3 petites cases, si on veut, par bâtiment. On va simplement pouvoir choisir une. Donc, si jamais je placerais mon jeton 1 ici comme ça, je ne pourrais pas placer mon jeton numéro 2 parce que c'est la production qu'on va faire des différents bâtiments. Les gens qui ont déjà joué à Oh My Goods vont être familiers avec ça. Ça va être le type, l'effort qu'on va faire pour la production. Mais pour ceux-là qui n'ont pas joué, on va placer des bâtiments. Et là, les bâtiments sont représentés comme ici. Bon, ça, c'est le coal mine qu'on va débuter la partie. Donc, c'est le bâtiment de départ de tous les joueurs. Il va y avoir certains éléments sur les bâtiments comme ça. Les ressources, les goods vont être... Pardon. Pas la petite maison, vont être représentés par des petits cubes bruns comme ça. Donc, si je place un cube brun ici, sur la coal mine, ça représente du charbon. Et là, plus il va y avoir des bâtiments différents, comme par exemple, si on mettrait un petit cube ici, bien, le petit cube représente de la laine. Et là, la laine va être obtenue ici comme ça. Donc, on a différentes choses qui vont être nécessaires, mais la laine va valoir 3 $. Donc, on n'a pas d'argent en tant que tel. L'argent est représenté par les biens qu'on a sur nos cartes. Donc, certaines ressources vont être très, très payantes. D'autres vont être un peu moins payantes, mais vont pouvoir être utilisées. Donc, on a également les bâtiments, comme je disais, noirs, qu'ils représentent un pouvoir permanent qu'on va avoir tout au courant de la partie. Mais là, vous voyez les petits assistants comme ça ici, et les assistants, on va les retrouver comme ça sur les différentes cartes. Donc, je reviens avec l'aide de jeu ici comme ça. Donc, on va montrer la première carte d'événement. Ensuite, on va placer nos ouvriers. Ce qui se passe, c'est qu'après, quand on va résoudre nos ouvriers, ici à la phase numéro 4, on va tenter d'obtenir différents symboles. Donc, par exemple, ici, pour ma mine de charbon, je vais devoir avoir 2 assistants jaunes et un assistant rouge. Et là, les assistants sont disponibles pour tous les joueurs. Donc, par exemple, on a retourné cette carte-là, on remarque qu'il y a déjà 2 assistants jaunes et un rouge. Bon, c'est parfait. Mais plus la partie va avancer et plus il va y avoir des bâtiments qui vont être plus difficiles à obtenir les ressources. Donc, pour ce faire, l'endroit où on va placer notre petit marqueur de travailleur va être très important parce que ça va représenter l'effort qu'on va faire. Donc, si on veut, on peut y aller sloppy, donc de ne pas faire beaucoup d'efforts. On va avoir besoin d'un ouvrier de moins. Donc, tant mieux pour les bâtiments qui sont difficiles à faire, mais on va seulement produire 2. Tandis que si on décide de faire un effort incroyable, ça va nous prendre deux assistants de plus que ce que le bâtiment nous offre. Et là, c'est 2 assistants de plus dans les couleurs qui sont demandées. Donc, au départ, pour la mine de charbon, ça va ici, mais les bâtiments qu'on va venir placer sur le plateau ici, donc par exemple, si on décide de placer un bâtiment en bas ici, on pourrait avoir une production de 4, mais ça va demander 2 assistants de plus. Et là, il y a un petit côté pousse ta chance parce que ce qu'on va faire avant de résoudre les actions, donc après avoir placé nos ouvriers, donc les actions qu'on aimerait faire, on va tirer dans le sac 4
petits assistants. Et là, vous voyez dans le petit sac ici comme ça, il y a tout plein d'assistants de couleurs. Donc, on va en tirer 4 et ça va être les assistants qui vont être disponibles pour tous les joueurs au courant du tour. Encore une fois, les assistants n'appartiennent pas aux joueurs individuellement. Donc, si jamais j'utilise des assistants jaunes, il n'y a aucun problème. Donc, par exemple, ici, j'aurais tiré, bon, par chance, 4, donc un de chaque couleur, c'est tout à fait le hasard, et on va les placer à côté de la carte, comme ça ici. Donc, on va les placer de manière à ce qu'on puisse voir toute la table, combien d'assistants sont disponibles. Donc, ensuite, après avoir regardé les assistants qui sont sortis du sac, on va maintenant résoudre les actions, et là, ça se fait par ordre de joueurs. Donc, le premier joueur va faire son premier marqueur, et ainsi de suite, comme ça, les joueurs vont y aller à tour de rôle. Donc, on va pouvoir réaliser différentes actions. Encore une fois, ça se peut que les actions qu'on tente de réaliser, on ne réussisse pas à les faire. Donc, par exemple, ici, on essaie de pousser notre chance, mais on n'a pas eu des bons assistants qui sont sortis. À ce moment-là, on a toujours une façon de pouvoir s'en sortir. Donc, sur notre plateau de jeu, on a un petit icône comme ça. Ici, on peut défausser 3 cartes pour pouvoir payer un personnage de moins. Et là, éventuellement, au courant de la partie, on peut peut-être pouvoir augmenter ça à 2 cartes seulement. Donc, ça se trouve être des actions de production, mais le plateau de jeu a d'autres actions également. Donc, ici, comme ça, on peut débarrer des travailleurs. Donc, le premier travailleur va coûter, le numéro 3 va coûter 7 $. On va pouvoir le prendre. Sinon, on peut également payer 13 $ pour obtenir le 4. Et on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On peut commencer avec le 4 si on a les moyens. En plus de ça, on va retirer des points de victoire qui se trouvent être très utiles. Bon, les autres différentes actions ici, on va pouvoir défausser des cartes pour produire du charbon et une ressource secondaire. Cette action aussi va être très importante parce que le jeu va nous miser sur avoir beaucoup de production. Et je vais y revenir dans quelques instants au nerf du jeu, mais on va pouvoir garder une carte et échanger toutes les autres cartes de notre main. Donc, si on a 6 cartes dans nos mains, on en garde une, on en échange 5, on en a 5 nouvelles et ensuite, on va en piger 3 supplémentaires. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert les cartes dans quelques instants. Mais ici, comme ça, ici, on va pouvoir payer 4 $ pour retirer un des marqueurs. Donc, comme je vous montrais tantôt les marqueurs comme ça, qui nous permettent d'avoir ici pouvoir payer des assistants de moins. Donc, on va pouvoir l'augmenter. Et également, on va pouvoir construire un bâtiment en allant ici. Mais là, je vous montre immédiatement parce que ça, c'est les actions qu'on va pouvoir faire. Mais à la phase numéro 5, on va pouvoir également construire un bâtiment. Donc, l'avantage de le faire ici, c'est que si on le construit ici, on pourrait peut-être le produire immédiatement. Donc, encore une fois, il va falloir avoir placé un travailleur pour pouvoir retirer de la production. Si on décide de ne pas construire à cette phase-ci, on va faire 2 cartes supplémentaires. Et à la phase 6, on peut activer les cartes. Bon, il y a certaines cartes noires qui vont avoir un effet à la dernière phase seulement. Donc, ça va varier selon les cartes qu'il va avoir. Maintenant, une autre petite chose intéressante, chaque fois qu'on va construire un bâtiment, on va pouvoir placer une petite maison sur le plateau de jeu. Donc, tous les joueurs peuvent se placer, on n'est pas limité par les espaces, mais à certains moments, il va y avoir des bonus. Donc, le premier joueur va pouvoir s'installer ici, va retirer des points de victoire. Il va également avoir des icônes comme ça qui vont nous permettre d'avoir des rabais sur certaines cartes, mais l'avantage de placer nos bâtiments, donc chaque fois qu'on construit une carte, on va pouvoir placer des bâtiments. Et lorsqu'on va placer les bâtiments, si on les place à un seul distance comme ça ici, on va pouvoir prendre des petits bonus. Comme je vous montrais tantôt, les bonus ont été placés là en début de partie. Sinon, on peut également aller deux de distance et on va devoir faire du positionnement comme ça sur le plateau de jeu qui va nous aider grandement pour pouvoir réaliser nos objectifs de fin de partie. Maintenant, je reviens aux cartes parce que lorsqu'on va construire une carte, il va y avoir différentes choses qui vont être très intéressantes et je trouve que c'est vraiment ce qui rend le jeu absolument incroyable. Ça se trouve être la quantité de cartes premièrement, mais aussi les zones de production qu'on va faire. Donc, vous allez remarquer les cartes ici comme ça. Je vous en montre qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, lorsqu'on va construire une carte, on va payer le coût ici. Donc, encore une fois, l'argent n'est pas disponible. On va regarder sur nos cartes de différentes productions qu'est-ce qu'on va avoir et la valeur de chacune des ressources qu'on a sur ces cartes-là représentées ici. Donc, par exemple, ici, j'aurai une flour mill. Parfait, excellent. C'est fantastique. Maintenant, lorsque je vais activer la production, donc la production qui va avoir été faite en plaçant un ouvrier ici, en plus d'avoir effectué la production, je peux décider de faire une chaîne. Et là, le jeu base toute son énergie, tout son dévolu sur les chaînes de production comme ça. Donc, premièrement, ça va prendre un certain nombre d'assistants pour pouvoir qu'ils produisent. Les assistants qu'on a tirés dans le sac et qu'on a sur la carte d'événements. Et ensuite, après avoir placé la production, ou encore, si on a complètement raté la production, c'est pas grave, on peut décider de chaîner. Donc, il y a différentes chaînes qu'on peut faire. Donc, par exemple, celle-ci, on va pouvoir prendre des cartes de type blé comme ça. Donc, toutes les cartes ont un type sur le côté. Ici, comme ça, c'est la couleur. Et on va pouvoir prendre les cartes de notre main et les défausser, en défausser autant qu'on veut. Donc, par exemple, si j'aurais 6 cartes de blé, je pourrais en enlever 6 et placer 6 cubes de ressources sur cette carte-là. Donc, vous allez marquer 6 x 3, ça fait déjà 18 $. Et ça, c'est pour les ressources de base parce que plus on va aller, éventuellement, on va avoir des ressources qui vont être raffinées. Donc, on n'a pas de cartes de bétail dans nos mains, donc il n'y a pas d'icône comme ça de bétail, mais on va pouvoir les produire avec différentes cartes. Donc il y a différentes cartes, ça veut dire de trouver les cartes qui vont servir pour pouvoir justement enchaîner les choses comme ça, mais il y a une carte qui produit du bétail. Alors si on a du bétail déjà sur la carte, on va pouvoir utiliser ce bétail-là. Donc quand on va
produire avec l'abattoir. Donc, on va produire les ressources si on a réussi avec notre plateau. Mais en plus de ça, on va pouvoir prendre du bétail et enlever les cartes, les ressources pour pouvoir les placer ici. Donc, les ressources vont être beaucoup plus bénéfiques. Et là, plus ça va aller, plus on va être amené à trouver des chaînes comme ça. Il y a plusieurs chaînes. Certaines sont doubles comme ça ici. Donc, ça va prendre de la farine et du charbon pour pouvoir produire du pain. Et là, le pain va être très bénéfique. Donc, plus ça va aller et plus on va obtenir des cartes qui vont être des ressources qui vont être plus productives. Chaque carte de bâtiment a également une valeur en points qui va être très importante pour pouvoir remporter la partie. Il faut savoir que le jeu marche avec un système de scénario, donc de chronique. Et là, beaucoup de gens avaient peur avec ça, comme j'expliquais dans mon introduction, mais chaque chapitre ici comme ça va nous dire, bon, il nous explique ration. Donc, on a un objectif central, donc une carte qu'on va retirer, donc ça, c'est le but. Donc, il nous dit simplement, ça nous prend ça à la fin de la partie pour marquer des points. Donc, dans cette partie-là, on va essayer d'avoir du maïs, du pain et de la viande pour pouvoir générer plus de points de victoire. Donc, uniquement, chaque scénario va avoir une carte de fin de partie qui va changer les conditions. Donc, dans le livre de règles, on va également voir les différentes choses qu'on va devoir faire. Et là, le tableau peut sembler intimidant, mais c'est très, très simple. Donc, ils nous disent dans le chapitre 1, on utilise le plateau A. Je vais y revenir dans un instant. Donc, la ville de départ. Et ensuite, les numéros de cartes qui vont servir pour les événements. Quand je vous parlais des événements tantôt, ça se trouve être les cartes qui sont ici. Donc, les numéros comme ça, des cartes qu'on va devoir placer pour pouvoir générer la pile d'événements. Bon, ça demande un petit peu de préparation, mais c'est vraiment pas compliqué si on est bien ordonné. Donc, il nous explique, bon exemple, les événements de 4 à 6, on brasse des cartes numéro 10, comme ça. Et il nous explique les bâtiments supplémentaires qu'on va placer. Parce que le jeu vient avec plusieurs bâtiments supplémentaires qui sont numérotés comme ça ici. Donc, ils vont être amenés au courant de la partie selon les différents scénarios comme ça. Donc, on peut voir aussi, chaque scénario a sa petite carte qui sert de condition ici comme ça. Donc, je ne les montrerai pas toutes nécessairement. Et il y a également d'autres événements qu'on va pouvoir avoir. Donc, je les montre comme ça vite ici. On va devoir les placer tout au courant de la partie selon les modalités de placement. Une dernière chose, vous avez vu le plateau ici comme ça, mais le jeu vient avec d'autres plateaux. Donc, il y a 2 autres plateaux de jeu que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais on les voit ici comme ça. Et ils sont recto-verso. Donc, ça fait beaucoup de variétés. Il y a différentes choses qu'il y a. Et même que l'autre côté de ce plateau-là ici se trouve être un plateau dans l'eau. Donc, je sais que le scénario numéro, je pense, 7 ou 8, donc il y a des bateaux et ça se trouve être sur l'eau. Donc, ça va changer un peu les mécanismes du jeu. Donc, un jeu qui se renouvelle constamment. Donc, ça donne le goût d'y aller, mais on n'est pas obligé nécessairement de le faire à la suite pour pouvoir faire le mode campagne, ce qu'il appelle. Sinon, on peut simplement sélectionner un scénario et le faire. Et voilà, ça fait le tour de Expedition to New Deal. En fait, une présentation. Bon, je peux aller dans toutes les règles en détail, bien sûr, même si, comme d'habitude, j'ai fini par m'éterniser beaucoup trop. Maintenant, en gros, de mes quelques parties, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, sur la chaîne, je vais vous montrer bientôt à table. Donc, j'ai réuni des amis pour une partie et on va pouvoir vous donner nos impressions directement après une partie comme ça. Donc, moi, j'en ai déjà quelques-unes derrière la cravate, mais ça va être intéressant de pouvoir voir leur opinion du jeu. Cependant, pour ma part, je vais commencer tout de suite avec un petit bémol négatif parce que c'est à peu près la seule chose de négative que je vais dire sur ce jeu-là. Non, le scénario 2 et le scénario 3 sont pas complètement différents du premier. On n'a pas l'impression de jouer un nouveau jeu, mais par exemple, on a des choses différentes, des événements différents qui vont arriver et également des cartes et des buts. Donc, les premières parties, premier scénario, on va essayer d'aller vers les rations. Deuxième scénario, là, on va essayer de trouver d'autres combines. Et ça, les combines, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans Expedition to New Deal parce que moi, j'aime ça. Trouver des combos, trouver un engine et le jeu nous permet de faire des chaînes de ressources absolument incroyables. Donc, on va jouer des cartes qui vont pouvoir nous produire des ressources. On défausse des cartes de notre main pour générer beaucoup de ressources, mais plus ça va aller, il va construire des cartes qui vont être beaucoup plus, faire des ressources raffinées. Ces ressources-là raffinées vont nous permettre de pouvoir générer plus d'argent, mais également de trouver d'autres bâtiments qui valent encore plus cher. Et là, ça va faire un petit effet de rampe, là, donc un effet de boule de neige. Donc, plus ça va aller et plus les tours vont être intéressants. Parce qu'au départ, j'utilisais simplement mon charbon pour faire quelques dollars. Mais là, plus ça va, et là, je convertis mes ressources, je convertis mes vaches, je vais les convertir en viande, ça va donner énormément d'argent. Cet argent-là, je vais pouvoir m'en servir pour acheter d'autres bâtiments. Et là, le jeu rampe de manière absolument géniale. Et moi, j'adore ça. Mais ce qui me surprend aussi de ce jeu-là, c'est qu'au départ, j'avais l'impression que, comme dans Oh My Goods, on avait trouvé la chaîne de montage la plus perfectionnée, la mieux placée, trouver quelque chose qui va bien aller, commencer une ressource et trouver dans cette chaîne de montage-là, si on veut, de cette chaîne-là, pour pouvoir réussir à optimiser tous nos tours. Et là, j'ai joué avec un de mes amis une partie à 2 joueurs, et là, c'était sa première partie. Et là, quand je vois mon ami Mathieu faire sa partie, je suis comme...
oh, ok, je pense qu'il n'a pas compris le jeu parce qu'il se concentrait pas beaucoup à faire ses bâtiments. Je trouvais que sa chaîne n'était pas très optimale. Puis je regardais, puis il n'y avait pas de ressources raffinées. Puis là, je me disais, il réussira vraiment pas à optimiser ces choses. Je pense que je vais vraiment gagner, vraiment là. Je pense que ce sera même pratiquement pas le fun pour lui. Mais par exemple, j'ai remarqué qu'il allait beaucoup se promener sur la carte de jeu. Donc, il s'est déplacé beaucoup. Il est allé placer des petites maisons un peu partout en créant des bâtiments qui valaient moins cher, qui étaient moins payants, mais il créait des petites maisons un petit peu partout. Et là, bon, j'avais l'impression, moi, je travaillais un peu plus dans mon petit coin, mais j'avais l'impression qu'il allait carrément passer à côté de sa partie. Et le résultat de la partie a été de 51 pour moi. Donc oui, j'ai gagné, mais 50 pour lui. Et là, je pensais que j'allais complètement le dominer, mais le jeu nous a montré qu'il n'y a pas simplement une façon de faire. Donc moi, j'y allais vraiment en mode oh my goods, générer des ressources, faire plus de ressources, les convertir, tandis que mon ami est allé, lui, vers d'autres choses et j'ai été tellement satisfait de voir que la façon de faire des cartes et de générer des ressources n'était pas la seule façon de pouvoir gagner. Donc, il y a moyen de faire autre chose, construire des bâtiments qui valent énormément de points, faire des actions qui vont valoir des points, et là, plein de petites choses comme ça qui vont venir changer les parties. Donc, jusqu'à maintenant, les parties ont été tellement différentes et ça m'a montré un côté très intéressant du jeu que j'avais pas vraiment... J'avais pas l'impression que ça allait venir être très important, mais malgré tout, le fait de se promener sur la carte, c'est autre chose qui est très importante. Autre chose, un autre point positif encore pour ce jeu-là, je trouve que la présentation visuelle est magnifique. La boîte de jeu est vraiment, vraiment jolie. Il y a un spectre, quelque chose comme ça. Je vais vous avouer que j'ai pas trop suivi l'histoire de Oh My Goods. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. Donc, peut-être bien que les gens qui connaissent un peu plus l'histoire ou qui ont lu toutes peut-être même les chroniques à travers les parties, peut-être bien que ça a un élément narratif qui va revenir, je sais pas trop, mais j'ai trouvé que le design était très ça, mais très joli aussi. Quand on regarde le jeu aussi, ça a l'air d'être un jeu euro classique, mais j'ai trouvé que le jeu brillait par ses mécanismes qui sont bien pensés, ses chaînes de montage, ses chaînes de production, le fait qu'il y a plusieurs avenues de partie qu'on peut faire pour pouvoir gagner la partie. Et franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc restez à l'écoute sur la chaîne plus tard cette semaine. Je vais vous présenter un à table, donc vous allez pouvoir avoir, oui, mon opinion après une partie fraîchement faite, mais l'opinion également des gens qui ont partagé la partie avec moi. Alors, si j'aurais une recommandation à donner pour Expedition to New Deal, ben, je vous le recommande, tout simplement. Si vous aimez un euro qui est pas trop lourd, mais qui t'offre des décisions très intéressantes, c'est vraiment un gros coup de cœur dans les euros pour moi, qui pourtant est pas nécessairement toujours un amateur d'Alexander Pfister. Eh bien là, il mérite un gros thumbs up. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!